Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Le souverain a assisté à une conférence sur les changements climatiques à Genève, conférence organisée entre autres par la Principauté. Le salon Art Monaco a ouvert ses portes ce jeudi soir. Petite visite de ce rendez-vous dédié à l'art moderne. 5 danseurs de la compagnie des ballets de Monte-Carlo ont créé chacun une chorégraphie dans le cadre des imprévus des ballets avec la collaboration du pavillon Bozio. Comme je vous l'ai dit dans les titres, on prend la direction de Genève où une conférence sur les changements climatiques a rassemblé jeudi de nombreux experts. Cette conférence a été organisée par la Principauté et la Belgique en partenariat avec l'Office des Nations Unies de Genève et la Fondation Prince Albert II de Monaco. Reportage sur place de Christine Datomel et Lionel Bernardi. Suite aux récentes données publiées par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, cette conférence sur le thème « Un développement durable, est-il possible sur une planète en réchauffement ?» a rassemblé de nombreux experts au siège de l'Office des Nations Unies à Genève. Un moment de réflexion auquel a participé le prince souverain. Toutes ces conférences, tous ces forums que l'on peut organiser et que l'on peut créer, et ici dans l'enceinte des Nations Unies encore plus, eh bien je crois contribuent à d'abord une meilleure prise de conscience et à éveiller ces encouragements à ce que tout le monde participe à trouver des solutions pour notre avenir. Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et de nombreux changements ont été observés lors de ces dernières décennies. L'atmosphère et l'océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le niveau des mers s'est élevé et les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté. Face à la gravité de la situation, les risques encourus sont sans appel. Les risques, c'est très simplement que si rien n'est fait pour atténuer les effets des changements climatiques et surtout du réchauffement climatique, eh bien, à plus ou moins long terme, nous allons rencontrer de plus en plus de difficultés, sur la fréquence et sur la violence des phénomènes climatiques extrêmes, mais aussi sur des périodes ou de sécheresse ou d'extrêmes précipitations où nous allons vraiment rencontrer ce que nous avons déjà pu apercevoir ces dernières années, ces phénomènes extrêmes dont la fréquence est tout à fait inhabituelle. Et bien ça va non seulement frapper très durement les populations les plus démunies, mais aussi dans nos pays. Personne n'est à l'abri de cela. C'est, je crois, le premier grand message que l'on peut tirer de ce rapport. C'est que toutes nos économies, où qu'on soit dans le monde, nous serons affectés tôt ou tard par les effets des changements climatiques. Le changement climatique est un défi mondial et malgré l'ampleur de ce défi, il existe des solutions. Les solutions sont du côté de l'adaptation pour la partie des changements climatiques que malheureusement on ne pourra plus éviter. C'est concevoir les bâtiments de manière à ce qu'ils restent agréables s'il y a des vagues de chaleur par exemple, mais c'est aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire pour les mêmes bâtiments par exemple, mieux les isoler pour qu'on consomme moins d'énergie pour ne pas avoir trop chaud en été et ne pas avoir trop froid en hiver. Donc il y a des solutions techniques, il y a des solutions qui concernent les changements de comportement. Ce qu'il faudrait, c'est les mettre en œuvre. C'est un petit peu ça qui a manqué jusqu'à présent. C'est une trop faible mise en œuvre des solutions qui sont connues et qui permettraient de résoudre le problème. Beaucoup de monde ignore la quantité réelle d'énergie, d'électricité, d'énergie pour se chauffer que l'on consomme. Et peut-être la première chose, c'est d'être conscient de la quantité qu'on utilise et de voir, peut-être en demandant à des consultants, quelles sont les possibilités de réduire la quantité d'énergie que l'on consomme sans diminuer son confort, mais en étant plus efficace dans l'usage de cette énergie. Ce qui permet à terme de réduire aussi les factures pour payer cette énergie. Parce que si on gaspille moins, bien on va petit à petit y gagner sur le long terme. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième, c'est dans le domaine du transport, c'est s'interroger
en particulier quand on se prépare à faire des déplacements en avion, par exemple, si ces déplacements en avion sont vraiment nécessaires, ne pourraient pas être faits en TGV, par exemple, plutôt qu'en avion, parce que les transports aériens sont, par habitant et par kilomètre, particulièrement consommateurs d'énergie fossile. Donc dans tous les domaines, il y a des possibilités de réduire les émissions et de protéger le climat dans l'intérêt des générations actuelles et futures aussi. Pour reprendre les mots du prince souverain, nous sommes à un moment charnière de notre histoire. C'est à nous, collectivement, qu'il incombe de laisser le climat se dégrader irrémédiablement ou à l'inverse, de prendre nos responsabilités et d'inventer une nouvelle manière de gérer notre patrimoine naturel commun. Agissons ensemble pour les générations futures, il est encore temps. Le souverain a pris la parole lors de cette conférence pour parler du développement durable sur une planète en plein réchauffement. Je vous propose d'écouter une partie de son discours. Le climat, ça a été rappelé à maintes fois déjà aujourd'hui, est un des enjeux majeurs, sinon l'enjeu majeur de ce siècle. L'un de ceux qui déterminera le monde dans lequel vivront nos enfants et les générations à venir. Je ne pense pas seulement ici aux températures qu'ils subiront, ni même à la nature qui les environnera. Je pense à toutes les conséquences négatives déjà prévisibles d'un dérèglement climatique. Pour s'en convaincre, il suffit bien entendu de considérer le tout récent rapport du GIEC, dont le dernier volet a été rendu public il y a une douzaine de jours à peine, et dont vous avez pu voir le très bon résumé qu'en a fait le professeur Van Ypersel. Que dit ce rapport? Comme vous l'avez su, il constate que le changement climatique est d'ores et déjà une donnée avérée, qui va en s'accélérant et pourrait s'accroître de manière grave et irréversible d'ici la fin de ce siècle pour dépasser le seuil des fameux 2 degrés Celsius, au-delà duquel l'adaptation de nos sociétés et de nos modes de vie devient très difficile. Il montre que l'avenir de certains écosystèmes est d'ores et déjà menacé, que tous les continents et tous les océans sont concernés, que les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient et se multiplieront dans les prochaines décennies, que les ressources hydriques de nombreux pays sont atteintes, que tous les aspects de la sécurité alimentaire sont affectés, alors que la demande mondiale augmente et continuera d'augmenter, que l'accès aux ressources et la stabilité des prix sont en question, que la croissance économique en sera bientôt impactée, que l'augmentation des problèmes de santé semble inéluctable et que des déplacements de population et des conflits violents peuvent être demain les conséquences indirectes de ce réchauffement. En résumé, le GIEC nous dit que, je cite, « la probabilité d'impact grave, étendu et irréversible s'accroît avec l'intensification du réchauffement climatique ». Fin de citation. Il nous rappelle utilement que les pays et les régions les plus pauvres, ceux où la vie est déjà plus difficile, seront les premières victimes, mais non les seuls, de ce dérèglement. En bref, c'est tout récent, la conclusion d'un accord entre l'actionnaire majoritaire de Monaco Télécom et Xavier Niel via sa holding personnelle, NJJ Capital. Accord pour la vente à Xavier Niel de 55% du capital de l'opérateur monégasque pour un montant de près de 322 millions d'euros. Le gouvernement demeure actionnaire de Monaco Télécom à 45% et tient à exprimer sa satisfaction à l'annonce de la conclusion de cet accord. Au chapitre culture, prenons la direction du Grimaldi Forum pour y découvrir le salon Art Monaco qui a ouvert ses portes ce jeudi. Il s'agit d'un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'art moderne et contemporain. Vanessa Dessy vous présente cette 5e édition. Il s'agit de son premier jubilé. Déjà 5 ans qu'Art Monaco propose un salon d'art moderne et contemporain en principauté. Plus de 70 galeries internationales sont venues présenter leurs collections. Avec quelques 4000 participants chaque année, c'est une réelle opportunité pour les artistes.
C'est vraiment l'essence qu'on a ouvert les portes aussi pour les galeries émergentes qui puissent utiliser Art Monaco comme un trampoline à l'international. On a des photographes qui viennent de la Colombie et qui font des choses extraordinaires. Je pense que tous les artistes cherchent une opportunité de s'intégrer au circuit international car l'industrie de l'art aujourd'hui c'est immense et grandit à pas énorme. Art Monaco accueille de nombreux artistes venus d'horizons différents. C'est le cas de David, un artiste qui crée des sculptures dans divers matériaux, tels que le bronze, la fibre de verre et même l'aluminium. David est un jeune sculpteur, plasticien autodidacte qui amène le visiteur vers son imaginaire, ses convictions mettant ainsi de côté les perceptions conformistes. Le message particulier, c'est assez spécial parce qu'en fonction des œuvres, on a différents messages qui sont subliminaux et qui sont intéressants après à découvrir aussi par l'œil du spectateur et non pas seulement par la déclinaison que l'artiste a voulu en donner. La plupart du temps, quand il part sur un projet, notamment quand il a travaillé toutes ses sculptures en lame, en aluminium ou en acier, ça a été vraiment une découverte à l'origine et il a travaillé son procédé et il a pu le décliner sur différents types d'œuvres, notamment sur la Vénus de Milo, qui est une de ses œuvres qui a été le plus répétée sous différentes matières, mais aussi la victoire de Samothrace. Après, c'est énormément de thèmes grecs qui sont repris, parce qu'il aime l'art antique, il aime tout ça, donc ça se ressent dans son travail. Thierry Blum propose quant à lui des grands formats. Il s'agit à chaque fois d'une rencontre surprenante avec un animal, un personnage ou tout simplement un mélange des deux. Son inspiration quotidienne, l'humour, la philosophie et la tendresse. Le rapprochement de la vie avec tout ce que ça comporte de phénoménal, on va dire, d'unitaire pour chaque chose. C'est-à-dire que ce soit pour des sumo, ou un enfant sur une jambe, ou un éléphant qui joue au sax, dont la trompe est un sax. Toujours un petit clin d'œil, la vie. Espérer voir les choses de façon un peu plus joyeuse, souriante. J'ai des pièces qui me sont, au sens du travail, m'affectent plus, comme le cheval à l'extérieur, par exemple, parce que c'est une somme de travail phénoménale et rester dans une gestuelle très importante, sans avoir de gabarit, en travaillant un peu au doigt mouillé, pardonnez l'expression. Et puis il y a du travail plus réfléchi, comme un travail comme sur cet éléphant. Mais les deux sont pas comparables, la démarche n'est pas la même. Et en plus d'être ouvert au public, le salon a proposé également des avant-premières, VIP et des ventes privées à l'occasion desquelles des œuvres ont trouvé preneur dans un cadre d'exception. Une soirée de gala au profit de l'association Les Amis du Liban aura également lieu ce samedi à l'Hôtel de Paris. Art Monaco édition 2014, c'est à découvrir jusqu'au dimanche 27 avril. On reste dans le domaine culturel, dans le cadre des imprévus des ballets de Monte-Carlo. 5 danseurs de la compagnie ont créé 5 chorégraphies en partenariat avec de jeunes scénographes étudiants au pavillon Bosio. José Sacré a assisté à la première des 3 représentations à l'atelier des ballets. Avec, en ouverture, un extrait de Somnia Vertigo de Julien Guérin sur la 5e symphonie de Beethoven, une pièce qui sera présentée intégralement les 18 et 19 juin dans le cadre du gala de l'Académie de danse Princesse Grace, les ballets de Monte-Carlo, à l'initiative de Jean-Christophe Maillot, ont organisé les 24, 25 et 26 avril 2014 un imprévu jeune chorégraphe, jeune plasticien. Les danseurs de la compagnie ont été invités à créer une chorégraphie sur le thème du mythe de Sisyphe en collaboration avec de jeunes scénographes étudiants du pavillon Bosio, l'école supérieure d'art plastique de la ville de Monaco. C'est une expérience absolument professionnalisante et c'est vrai que ça fait partie intégrante de notre projet d'école, c'est-à-dire dans tous les projets que nos étudiants conçoivent, élaborent, on tente, dans la plupart, que ce soit un projet par exemple de graphisme ou un projet d'édition ou un projet d'exposition, nous amenons nos étudiants vraiment du premier croquis, la première esquisse, à la réalisation du projet. Et c'est une école assez unique en ce sens. Et donc le projet avec évidemment les imprévus avec les ballets de Monte-Carlo permettent évidemment de concrétiser et d'expérimenter dans une configuration totalement professionnalisante. Bruno Roch, danseur de la compagnie des ballets de Monte-Carlo, a proposé une chorégraphie intitulée Kyklon. C'est quand même dans un cadre assez différent quand un chorégraphe engage un scénographe pour faire quelque chose. Donc c'est quand même une collaboration
plutôt au même niveau. Donc il faut que je sois ouvert à ce qu'eux ils ont à me proposer et essayer de trouver un chemin commun. Je suis très visuel, donc je suis beaucoup dans mon imagination et après j'écris. Mais normalement, c'est vraiment, je ferme les yeux et j'essaie de voir des choses. Donc je suis très visuel. Après, il y a l'écriture. On a des super conditions, on a des super professionnels et d'avoir toute l'équipe technique qui nous aide pour faire ça, c'est vraiment un très grand luxe. Elle réside en principauté depuis de nombreuses années. Mouna Ayoub a annoncé récemment qu'elle organiserait le 28 avril une vente aux enchères à Dreux, à Paris bien sûr. Elle va en effet se séparer de nombreux objets qui ont servi à la décoration du Phocéa lorsqu'elle était propriétaire de ce bateau. On l'écoute. Le Phocéa et moi-même, c'est une longue histoire d'amour, comme vous savez. Je l'ai vu tout d'abord en nageant en Sardaigne. Je suis tombée folle amoureuse de ce bateau. Il était devenu pour moi une deuxième fille. Comme je l'avais toujours voulu, je ne l'ai pas eu. Elle est devenue ma deuxième fille. De bateau en anglais, on réfère à un bateau comme une femme et une jeune fille. Et depuis, je l'ai vraiment traité avec beaucoup d'amour. Je l'ai aidé à sortir de ses problèmes. Je l'ai décoré comme on décore vraiment une maison couture. On l'a d'abord appelé bateau couture. J'ai gardé toutes ces affaires après sa vente. Alors quels sont ces objets? Il y a un peu de tout, hein? Il y a bien sûr, comme je vous ai dit, c'était un bateau que j'ai décoré avec énormément d'amour, mais de classe. C'était un bateau flottant, presque je dirais une villa sur la côte flottante. C'est des objets qui varient du vrai argent massif jusqu'à la porcelaine de Cartier, la porcelaine de Bernardo, qui était la porcelaine de tous les jours, du Lalique, du Saint-Louis, il y avait un peu de tout. Des propos recueillis par Patricia Navarro. Dans le domaine sportif, avec l'excellente saison de l'équipe monégasque de basket qui va monter en Pro B l'an prochain. Et pour fêter cette ascension et en même temps son titre de champion de France de National 1, le club de la Principauté organise une fête samedi 20h à la salle Gaston Médecin à l'occasion du match Monaco-Vichy. Et ce sera gratuit pour tous ceux qui viendront habillés en rouge. En bref, toujours une idée sortie pour le week-end prochain, les 3 et 4 mai, avec l'exposition canine internationale sous le chapiteau de Fontvieille. Environ 1500 chiens représentant plus de 170 races. Après l'introduction l'année dernière de la catégorie pupille, qui sont les chiens de 6 à 9 mois, cette année encore plus mignon, pour la première fois la catégorie mineur pupille, qui sont les chiots de 3 à 6 mois, sans oublier des démonstrations de chiens de la Gendarmerie nationale des Alpes-Maritimes, samedi et dimanche 4 mai à partir de 14h. Pour tout renseignement, vous avez l'adresse internet qui s'est affichée sur votre écran. Mais en attendant, quel temps va-t-il faire ce week-end? Voici la météo. À commencer par samedi, un temps sec et plutôt ensoleillé. Les températures seront douces, comptées de 15 à 20 degrés. Dimanche, une nouvelle détérioration. Au programme des nuages, des pluies passagères et quelques éclaircies. Faites votre choix. Il fera de 14 à 17 degrés. Lundi, une alternance de soleil et de nuages, sans mauvais temps. Les températures sont proches des normales, de 14 à 18 degrés. Et enfin mardi, un temps sec et bien agréable. Les températures de 14 à 19 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.